Et donc, jusque-là, ce que je veux te dire avant de commencer le microprocesseur, je sais que vous venez de deux sections différentes. Donc, vous avez tout ce que vous avez appris. Vous avez appris quelques notions sur le microcontrôleur. Sachez que ce cours n'a pas de référence, il ne va pas se référencier à ce que vous avez fait auparavant. Ce n'est pas comme le traitement de signal. On ne pouvait pas commencer le traitement de signal, et d'ailleurs c'était le traitement de signal avancé, sans avoir recours à des notions antécédentes, ce que vous avez appris auparavant. Donc, on ne pouvait pas avancer sans ces notions-là. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas fait en licence une bonne formation en microcontrôleur, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, ici, vous allez comprendre mieux que le microcontrôleur parce que vous allez commencer par ce qui est à l'intérieur du microcontrôleur, c'est-à-dire le microprocesseur. Ce qui fait le microcontrôleur, c'est le microprocesseur. Et donc, le microprocesseur, c'est à la base de la machine numérique. Donc, vous allez comprendre et vous allez essayer de comprendre parce que ça demande dans ce module, parce qu'un microprocesseur, c'est miniaturisé, ce n'est pas visuel, ça demande toujours de l'abstrait. C'est-à-dire, il faut toujours utiliser son cerveau c'est-à-dire avec son imaginaire et donc voir les choses c'est-à-dire en macro et non pas en micro. D'accord? C'est-à-dire que vous allez les visualiser dans votre tête. Quand je dis mémoire, vous visualisez une mémoire dans votre tête. Quand je dis registre, vous le visualisez. Donc, on le visualisera bien sûr. Nous, on va le visualiser avec des schémas. Mais vous les visualiserez toujours en abstrait dans votre tête. Mais vous allez suivre étape par étape les différentes notions et les différentes, c'est-à-dire définitions et exploitations de ce microprocesseur. D'accord? Donc, ne vous dites pas, j'ai pas fait une bonne formation en microcontrôleur, donc je ne vais pas comprendre ce cours. C'est un cours qui est de base. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de microprocesseur ni de microcontrôleur, donc autant oublier pour le moment le microcontrôleur pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un microprocesseur parce qu'il est à la base du microcontrôleur. D'accord? Donc, on va commencer avec le microprocesseur et sa définition. Donc, le microprocesseur en lui-même est une pièce principale de l'ordinateur. Dans un ordinateur, vous ne trouverez pas, donc on va voir après quelle est la différence pour vous, puisque vous connaissez déjà les microcontrôleurs, quelle est la différence. Mais pour le moment, on définit qu'est-ce que c'est le microprocesseur. Le microprocesseur, j'ai dit, est la pièce principale d'un ordinateur. C'est un processeur, c'est-à-dire en termes anglo-saxons, on appelle ça CPU, c'est-à-dire Central Processing Unit, c'est-à-dire une unité de traitement central. D'accord? Donc, elle réalise le traitement au niveau de l'ordinateur. Il est miniaturisé, donc il est miniaturisé et il tient dans un seul circuit intégré. Son rôle, c'est de gérer les instructions de l'ordinateur. Donc, dans un ordinateur, vous avez votre microprocesseur. Il n'y a pas de microcontrôleur. On va voir pourquoi le microcontrôleur et quelle est la différence avec le microprocesseur. Alors, comment sont apparus c'est-à-dire les microprocesseurs et à partir de quelle date? La date d'apparition des microprocesseurs, c'est en 1970. Donc, ils apparaissent les premiers microprocesseurs. Et vous voyez la courbe de l'évolution des microprocesseurs. Et là, par rapport à quoi? Par rapport à leur intégration, c'est-à-dire le nombre de circuits intégrés dans le microprocesseur. Donc, le nombre de transistors intégrés dans le microprocesseur. Et donc, comment ça a évolué? Donc, depuis 70, de rapides avancées technologiques de miniaturisation des composants ont permis d'augmenter les vitesses de fonctionnement et la fiabilité de ces processeurs. À la création du processeur, il était capable d'effectuer quelques dizaines de milliers d'instructions par seconde.
Aujourd'hui, il traite plus de 100, plutôt de 10 milliards d'instructions par seconde. Donc, vous voyez à peu près la différence entre 70 et maintenant. Donc là, il a été inventé, donc il est réduit à quelques millimètres et permet de connecter de nombreux objets de notre quotidien. Donc, on l'utilise dans notre quotidien pour différentes applications. Et bien sûr, quand je dis objet, donc on va voir, on aura recours au microcontrôleur et à la différence de ce microprocesseur avec le microcontrôleur. Alors, comment on va le visualiser dans notre cerveau, dans notre présentation? On le visualise de la façon suivante. Donc, le microprocesseur, donc c'est principalement ces deux unités. L'unité en vert qui est l'unité de commande et l'unité. Et bien sûr, ces deux unités sont interconnectées. Ils sont interconnectés à partir de bus. Donc, des bus qui les connectent. Donc, vous entendez, hein, il n'y a pas un problème de son? Oui, madame. Oui, oui. Donc, je disais, donc interconnectés avec des bus de commande, donc des bus de données, donc plusieurs bus. Donc, c'est des fils, tout simplement, c'est des fils toujours miniaturisés, des bus de données internes. Donc, tout ce qui est orange, c'est ce qui est interne. Tout ce qui est en dehors de l'orange, c'est ce qui est externe. Alors, vous voyez à votre droite, donc, on a schématisé la mémoire parce qu'il ne peut pas fonctionner sans la mémoire. Donc, le processeur en lui-même, c'est-à-dire, il est considéré comme le cerveau dans la machine. Et donc, le cerveau dans la machine, dans le cerveau, donc, on a la partie donc, commande, ce qui va commander, d'accord? On fait des traitements et on a besoin de mémoire pour garder les informations temporairement ou pour les garder pour la réalisation de nos différents algorithmes au niveau de notre cerveau. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est le cerveau de la machine. Donc, il présente cette unité de commande et cette unité de traitement interconnectées par des bus. Ces bus donc, sont connectés entre eux, donc c'est-à-dire entre les deux unités, et cette unité, que ce soit l'unité de traitement ou l'unité de commande, sont connectées avec la mémoire. Cette mémoire, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir des données. Ces données sont de différentes tailles. On va parler un certain moment, on va parler un certain moment de la taille des données. On va parler de la taille des bus. On va donc les différents bus. Chaque bus, donc je peux avoir donc dans un même processeur des bus différents qui soient de commande, donc de taille. Et la mémoire aussi de taille qui peut être exploitée avec des tailles différentes. Donc, tout dépendra des processeurs. D'accord? Donc, à fur et à mesure, donc, on aura à exploiter cette architecture. Donc là, l'architecture, comme elle se présente, elle est dite est une architecture de von Neumann. Parce que celui qui l'a présenté dans la première fois, c'est von Neumann. Donc, il a fait une représentation schématique pour vous dire, pardon, pour vous dire, donc ce qui est en orange, j'ai dit, c'est le microprocesseur. Alors, le microprocesseur ne fonctionne pas tout seul. Donc, si on lui enlève la mémoire, il n'est plus fonctionnel. Donc, certes, je peux avoir des opérations, mais via et grâce à la mémoire. Donc, le processeur, certes, c'est l'unité de traitement et de commande, mais elle a besoin c'est-à-dire de composants parallèles pour fonctionner. Alors, j'ai dit ce qui va faire la différence entre les processeurs. Ce qui va faire la différence entre les processeurs, c'est les différents bus. Donc, c'est-à-dire, on a dit déjà, à partir de 70, ont apparu les premiers processeurs. Donc, il y a eu évolution des processeurs. Leur évolution a
été réalisé grâce à l'intégration des différents, c'est-à-dire le nombre augmenté d'intégration de transistors. Et donc, bien sûr, au début, donc, on a commencé d'abord à partir du 80, c'est-à-dire on a commencé à partir du 80-80, donc on avait seulement des données, des bus d'adresse de 8 lignes. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'évolution a voulu que, parce que au début, donc les années d'ailleurs, les années 80, on a commencé déjà à enseigner les processeurs et quand on avait les premiers enseignements, quand on nous a enseigné les premiers processeurs, hein, à la suite de ça, donc on les avait, c'est-à-dire sur les 8 bits, c'est-à-dire le bus d'adresse était à part, le bus de données était à part, et donc il y avait le bus d'adresse qui récupérait les données à partir de la mémoire, et donc les données étaient traitées, mais le traitement se faisait pas à pas, c'est-à-dire d'une façon séquentielle. Il fallait d'abord réaliser le traitement des données pour qu'ensuite le bus d'adresse va vers la mémoire, récupère la donnée, qu'elle soit de commande ou de traitement, pour être traitée. Et puis, il y a eu la conception pipeline. La conception pipeline, c'est la conception qui fait que quand le processeur est en train de faire son traitement, les bus de données et les bus d'adresse sont fonctionnels. C'est-à-dire, il ne va pas s'arrêter à ce que d'abord que le processeur décode l'information pour qu'ensuite disons, le bus d'adresse va récupérer la donnée ou la commande. Donc, tout ça se fait maintenant et à partir d'un certain moment, donc avec l'évolution du 80, c'est-à-dire quand on est allé vers le 86, donc il y avait la notion du pipeline, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse d'exécution du microprocesseur. Bon, il y a eu par la suite le processeur de 16 bits de données, c'est-à-dire la donnée était récupérable et était transférée sur 16 bits, mais il y avait une problématique suite à ça. Donc là, tout ça, ce que je dis ici, vous pouvez le lire à tête reposée, mais là, je vous résume l'historique de la chose. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, on est revenu après avoir pensé à réaliser des processeurs à 16 bits, pourquoi on est revenu sur les processeurs à 8 bits? Donc, après avoir réalisé les processeurs de données à 16 bits, il s'est avéré que les périphes, c'est-à-dire quand vous utilisez, par exemple, un processeur, quand vous utilisez le processeur de votre ordinateur, quand vous l'utilisez avec les périphes, quand je dis périphes, c'est-à-dire, par exemple, l'imprimante, la donnée va être envoyée du processeur vers l'imprimante. L'imprimante, à la base, tout ce qui est périph, était conçu de recevoir les données sur 8 bits. Donc, si on réalise un processeur sur 16 ou 32 bits ou autre, il faut que les périphes suivent. Et pour ne pas gaspiller ce travail qui a été fait sur les périphes et exploiter les périphes en elles-mêmes, les anciens périphes. Donc, on est revenu sur l'exploitation des données de la mémoire sur 8 bits. Et de là, donc, est apparu les bus de données sur 8 bits, mais cela n'empêche, vous allez voir, les instructions vont être données et les instructions vont être données dans certains cas pour exploiter la donnée sur 8 bits, dans d'autres cas sur 16 bits, 32 bits, mais pour c'est-à-dire la transmission vers les périphes, la transmission se fera sur les 8 bits. Donc, on aura à exploiter la donnée sur 8 bits. Alors, donc, comme je voulais juste avant présenter, il y a différentes présentations et différentes exploitations de l'architecture de microprocesseurs. Tout ça, pour le moment, ça reste dans les généralités. On n'a pas commencé la vraie notion et le cours en lui-même, mais il est nécessaire de vous donner ces notions de base donc pour
vous donner, c'est-à-dire ce qui existe sur les microprocesseurs. Et quand on vous parle d'architecture, pour les gens peut-être, hein, rien n'empêche qui, à un certain moment donné, se spécialise dans ce composant, donc ils sachent qu'il existe des architectures. Selon quoi? Selon la compréhension de l'instruction par l'ordinateur. Donc là, vous avez deux architectures connues, la SIC et la RISC, d'accord, selon la complexité de l'instruction. Donc, dans la réalisation des microprocesseurs, vous avez différentes architectures. Donc, il y a ceux qui ont des instructions complexes, prenant plusieurs cycles d'horloge pour la réalisation, parce que vous savez, pour réaliser une fonction, par exemple de transfert, par exemple, je veux transférer une donnée d'une case mémoire vers une autre case mémoire. Donc, cette fonction de transfert se fera à partir de plusieurs cycles d'instruction. Donc, une instruction, donc ce qui va différencier un microprocesseur d'un autre, c'est la durée du cycle, d'accord, de chaque instruction, d'accord. Et donc, chaque instruction a un certain nombre de cycles, donc par rapport à la vitesse du processeur. Et donc là, dans la première architecture SIC, l'instruction est complexe. Donc, si elle est complexe, c'est-à-dire pour réaliser cette instruction, par exemple l'instruction de transfert, elle exige plusieurs cycles. Donc, automatiquement, lenteur. Donc, par contre, dans la RISC, elle ne prend qu'un seul cycle, donc rapidité. D'accord? Donc, l'architecture va exiger, c'est elle qui va décider de la rapidité ou non du processeur. Donc, dans la première, par exemple, l'instruction, elle est de format variable. Donc, elle a plus, c'est-à-dire vous avez un avantage, le format étant variable. Mais par contre, pour la deuxième, le format est fixe, le format de l'instruction, c'est-à-dire parce que chaque instruction a un format donné. Quand je dis le format, parce qu'il y a le code de l'instruction, chaque instruction a son code au niveau de votre processeur, donc elle a un format spécifique, d'accord? Donc, vous allez écrire un code pour l'information, mais au niveau du processeur, il y a un format pour l'envoyer vers l'unité de traitement pour qu'il soit décodé par l'unité de commande et être exécuté. Donc, dans la première variante de l'architecture, ce format est variable. Pour le deuxième, il est fixe. On a un format fixe. Le décodeur, parce que vous avez une unité de commande, cette unité de commande, vous allez lui envoyer un code, il faut qu'il soit décodé. Donc, le décodeur, dans la première architecture, est complexe. Dans la deuxième, il est simple, il est câblé. Dans le nombre de registres, dans la première architecture, vous avez peu de registres. Mais dans la deuxième, pour faciliter et pour que ça soit plus rapide, il faut plusieurs registres. Parce que si vous avez peu de registres, il vous faut plusieurs manipulations pour réaliser une instruction donnée. Alors que si vous avez plusieurs registres, c'est très simple de ventiler l'information sur le registre et donc réaliser par la suite votre instruction. Toutes les instructions dans la première sont susceptibles d'accéder à la mémoire. C'est-à-dire, si je réalise une instruction d'addition, par exemple, je peux additionner directement les valeurs de la mémoire 1 vers la mémoire 2. Je peux utiliser l'instruction add mémoire. Par contre, dans la deuxième, non. Je n'ai que deux instructions de base que j'utilise pour la mémoire, seulement load et stockage. Donc, je peux récupérer une donnée de la mémoire
et je peux stocker une donnée de la mémoire, mais je ne peux pas réaliser directement une addition à partir de deux valeurs de la mémoire. Je dois récupérer d'abord la donnée, l'envoyer vers le registre vers l'unité de traitement, exécuter, récupérer la deuxième vers l'unité de traitement, exécuter et envoyer pour le stockage vers la mémoire. Donc, alors que dans la première architecture, j'ai cette possibilité. Les modes d'adressage, vous allez voir et on va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un mode d'adressage. C'est-à-dire quand vous pouvez, un mode d'adressage, le mode d'adressage, vous avez par exemple le mode d'adressage direct, immédiat, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez récupérer directement votre donnée de la mémoire. Vous avez les modes d'adressage indexés, c'est-à-dire vous pouvez ajouter à votre adresse un offset et vous récupérez l'adresse à la mémoire plus l'offset dans les modes d'adressage. Pour le moment, vous ne connaissez pas et je ne vais pas vous compliquer la tâche avec les modes d'adressage. Ces modes d'adressage dans l'architecture SIC sont, c'est-à-dire j'ai plusieurs modes, alors que dans le cas de la deuxième architecture, ils sont peu. La compilation, le compilateur, c'est celui qui traduit. Le compilateur est simple dans la première architecture, alors qu'il est complexe dans la deuxième. Là, pour vous donner une idée sur les architectures des microprocesseurs. C'est-à-dire, sachez que le microprocesseur que vous allez choisir a une architecture. Là, ça va se poser, Worktesh, ce sera le moment où vous aurez à faire un choix sur votre microprocesseur. Si votre microprocesseur présente l'architecture RISC est en général plus puissant, la durée moyenne d'exécution d'une instruction est plus courte. D'accord? Donc, c'est un choix que vous devriez faire par rapport au coût et par rapport c'est-à-dire à ce que vous voulez, à votre cahier de charge par rapport au choix de votre microprocesseur si un jour donné, vous aurez à faire un choix sur un microprocesseur. Alors maintenant, on va commencer par le vif du sujet. Et donc, Madame, oui. Madame, في الميكروبروسيسور كي ندوه 8 بيت ولا 16 بيت اسكو لي بوس دو دوني ودادريس يتبدلوا ولا يبقاو دائما Vous allez voir et vous allez voir la manipulation du bus de données. Et d'ailleurs, dans le 8086, vous allez voir le bus de données étant sur 8 bits et vous allez voir que vous allez manipuler des données de 16 bits, de 32 bits. C'est selon votre instruction. D'accord? Et même le bus d'adresse va jouer, il sera multiplexé. C'est un bus d'adresse de 16 bits, mais il sera multiplexé pour jouer le rôle d'un bus de données. C'est-à-dire, à un moment donné, quand je n'utilise pas le bus d'adresse comme étant une adresse, et je suis dans une instruction de données, je peux utiliser le bus d'adresse comme étant un bus de données. Il sera multiplexé pour être un bus de données. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème, même donc, ce que vous allez voir que votre mémoire sera des données de 8 bits. D'accord? Parce qu'à un certain moment, vous allez utiliser des données à 8 bits. Et j'ai dit surtout avec vos périphes. D'accord? Mais c'est-à-dire le processeur en lui-même, il peut selon les instructions et bien sûr et selon le choix de votre processeur, et vous allez le voir avec le 8086 qui vous donne cette possibilité, vous allez manipuler des données de 16 bits, de 32 bits sans pour autant que le bus d'adresse, que la mémoire soit à 32 bits. La mémoire, elle est à 8 bits. Mais si je veux prendre 16 bits, je peux prendre 2 cases de suite. Si je veux prendre 32 bits, je peux prendre 4 cases de suite. D'accord? Mais son organisation, elle est sur 8 bits. Et vous allez voir, c'est-à-dire comment le génie a fait que on utilise des données de 16, de 32 bits, sans pour autant que le bus de données soit de 16 ou de 32 bits ou autre. D'accord?
Donc, à cette phase, on va vous présenter déjà la position de votre processeur dans votre micro-ordinateur. Donc, vous avez votre micro-ordinateur qui est devant vous, donc votre clavier, donc là, un périph' qui est l'écran, par exemple, la souris. Vous pouvez avoir d'autres périphs. Et le processeur est là. C'est lui le cerveau. Donc, il ne peut pas fonctionner seul. On a besoin d'une mémoire RAM. Donc, il faut différencier les différentes mémoires. Là, la RAM, c'est une mémoire volatile. Là, il y a une autre mémoire ROM. C'est une mémoire qui n'est pas volatile. C'est-à-dire, quand j'éteins la mise en marche de mon ordinateur, la donnée reste toujours dans la mémoire ROM. D'accord? Là, j'ai les différents bus. Les bus qui sont interconnectés à un bus qui va vers le microprocesseur. Pour vous dire que la mémoire est connectée, les deux mémoires sont connectées avec votre microprocesseur. Le microprocesseur est aussi connecté avec une autre unité d'entrée-sortie. Parce que le microprocesseur, donc il a c'est-à-dire ces bus de données sont en parallèle. Quand je dis en parallèle, chaque bit sera sur une sortie, sur un fil de sortie, d'accord? Donc, en parallèle, le bus d'adresse est aussi en parallèle. Chaque adresse, donc une adresse, les adresses sont sur 16 bits, et donc chaque bit est sur un fil. Il faut le voir dans ce sens, d'accord? Et donc, mais les unités, c'est-à-dire les périphs, ne sont pas nécessairement en parallèle. Donc, les périphs, par exemple, le périph' que voici, c'est un périph' qui est en série. Donc, il faut qu'il y ait une adaptation, qu'il y ait un périph' ici, donc il y a une unité d'entrée-sortie qui va adapter les signaux du processeur vers les différents périphs' de sortie, que ce soit la souris ou que ce soit le micro, plutôt l'écran, ou que ce soit tout autre périph', disque dur ou autre. D'accord? Donc, il y a une unité d'entrée-sortie. On aura aussi l'occasion de l'étudier. Donc, il y a un bouton de mise en marche. Vous allez voir à chaque fois, on va apprendre comment fonctionne ce micro-ordinateur. Pour le moment, il faut d'abord que je comprenne comment fonctionne le microprocesseur. Parce que je ne peux pas comprendre comment je vais interconnecter tout ce monde-là pour pouvoir le faire fonctionner. D'accord? Donc, je ne peux pas, donc, dès le départ, dire, tiens, je vais concevoir un microprocesseur parce que quand je mets la mise en marche, il faut que j'ai ceci sur l'écran, il faut que j'ai cela sur le clavier, etc. Non, le cerveau, c'est le microprocesseur. Je dois d'abord connaître comment il fonctionne pour pouvoir l'aborder, pour pouvoir l'exploiter. D'accord? Donc, c'est comme l'être humain. Donc, il faut que je le connaisse d'abord, comment fonctionne son cerveau pour pouvoir l'aborder, pour pouvoir le gérer. Donc, c'est la même chose. Donc, et dans une première phase, notre but serait de comprendre comment fonctionne ce microprocesseur, comment il est géré à l'intérieur pour pouvoir interconnecter ces différents composants pour le faire fonctionner. D'accord? Voilà notre rôle à partir de ce moment. Alors, pour fixer les idées entre microcontrôleur et microprocesseur, donc je vous donne qu'est-ce que c'est un microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur, c'est un micro-ordinateur, si vous voulez, spécialisé, c'est tout. D'accord? Donc, il contient les mêmes composants qu'un micro-ordinateur. Il contient votre processeur, il contient les RAM, les ROM,
le périph' d'entrée-sortie, le bus et bien sûr l'horloge. Je n'ai pas parlé de l'horloge tout à l'heure, c'est elle qui va orchestrer, c'est le chef d'orchestre de l'ensemble de ces différents composants. Donc, c'est elle qui va orchestrer l'ensemble des différents composants, d'accord? Donc, le microcontrôleur, c'est un micro-ordinateur spécialisé, tout simplement. Donc, bien sûr, il est dans un seul boîtier. Ça va économiser l'énergie de l'application qui va lui être affectée. D'accord? Donc, mais ce que vous n'avez pas appris, c'est que vous n'avez pas appris comment fonctionne le microprocesseur. Vous l'avez mis dans un boîtier, vous avez récupéré les sorties et vous vouliez l'utiliser dans une application. Donc, mais maintenant, dans ce cours, et d'ailleurs, la logique, je ne sais pas par quelle logique, avant, c'est-à-dire les étudiants de licence apprenaient d'abord le microprocesseur et le microcontrôleur était en master. Donc là, la logique a fait que peut-être il voulait vous donner une idée globale de ce qu'est le microcontrôleur, dans la mesure où vous ayez en master une spécialisation, vous allez vous spécialiser pour le microprocesseur. Donc voilà, on va aborder le microprocesseur. Alors le microprocesseur qui nous intéresse, le voici. Donc, que contient le microprocesseur? Alors, le microprocesseur en lui-même, donc il faut toujours le schématiser comme étant un ensemble de registres. Alors, parmi les registres, il y a le registre IP. Le registre IP, c'est celui qui va indexer les différentes, instructions, parce que vous allez commencer par donner un programme. Le programme, c'est une série d'instructions. Cette série d'instructions va être dans une mémoire. Elle va être mise dans une mémoire. Et celui qui va pointer la mémoire pour récupérer cette instruction, c'est le registre IP. Donc, on a toujours besoin d'un registre IP qui va indexer le processeur, donc la mémoire du processeur, le programme, index programme, d'accord? Il va indexer le programme pour que le processeur commence à traiter ces différentes instructions à partir de la première instruction. Bien sûr, il aura besoin, ce processeur, de registres, c'est-à-dire de moyens à bord pour pouvoir manipuler ces données. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'il a besoin de manipuler une donnée, il va recourir à la mémoire pour la mettre dans la mémoire et revenir. Donc, il perd du temps. Si à chaque fois qu'il a fait, par exemple, une addition, je vais jusqu'à la mémoire et je prends la dès que je fais et je fais la somme et je remets dans l'autre mémoire, etc., ça va lui prendre du temps. Donc, au lieu de perdre son temps en route entre les bus d'adresse et les bus de données et tout ce qui s'ensuit, il a des registres, il a des mémoires, des registres, c'est des mémoires un peu plus rapides, plus de qualité meilleure, d'accord, pour l'exécution des opérations arithmétiques et logiques, d'accord. Donc, il va à ce niveau, hein, le niveau bleu, il va donc le niveau du processeur, le bleu, tout ce que j'ai mis là, le carré bleu, c'est le processeur. Il a cette unité, EAL, c'est l'unité arithmétique et logique. Donc, c'est au niveau de cette unité que vont se réaliser les différentes opérations. Donc, au moment où il récupère la première information, d'accord, qui est en mémoire concernant le programme, cette information va être cheminée vers un décodeur, ici, donc elle va venir vers le décodeur. Le décodeur va envoyer donc les instructions, donc il va décoder l'information pour ensuite donc réaliser l'opération à réaliser vers l'unité arithmétique logique, moyennant les registres, les différents registres. Donc, il va manipuler ces registres et donc il a d'autres registres. Il a l'accumulateur A,
l'accumulateur B, bon, selon le CPU que vous allez utiliser. En général, quand on vous présente, Renaya, puisque l'exemple qu'on vous donne, et l'exemple le plus général, c'est le 80-86, donc Renaya, on vous a donné qui présente les deux accumulateurs A et B. Mais c'est selon, bien sûr, le processeur. Il peut avoir plus ou moins d'accumulateurs. L'accumulateur en lui-même n'est autre qu'un registre, une mémoire, mais de qualité aussi meilleure, qualité de rapidité, de prix, sur le plan prix, sur le plan rapidité, la qualité est meilleure. Quand je dis qualité, donc en termes de traitement, d'accord? Bien sûr, en termes de coût, c'est plus cher. Alors donc là se réalise toute l'opération arithmétique et logique grâce à ces registres. Le décodeur qui va permettre de décoder l'instruction, donc ce registre d'instruction qui récupère l'instruction à partir du moment qu'on l'a récupéré de la mémoire, il vient ici, RI, c'est le registre instruction, il envoie vers le décodeur. Le décodeur, ça va décoder si c'est une instruction logique, si c'est une instruction arithmétique, si c'est une instruction de multiplication ou d'addition, pour l'envoyer vers l'UAL, et c'est l'UAL qui va réaliser cette opération, et donc, moyennant donc les différentes informations, vous aurez la donnée qui va être réenvoyée vers la mémoire ou être directement mise dans l'accumulateur ou aller vers le port d'entrée-sortie. Tout ça, donc, va être réalisé après le décodage de l'instruction qu'on a récupérée en mémoire, bien sûr, et tout ça est orchestré à partir d'une horloge. Voilà ce qu'on va apprendre à chaque fois qu'on avancera dans ce cours. Alors, ici, on vous donne en grand et on va vous permettre aussi, ce que je disais tout à l'heure, de faire le lien entre l'unité, c'est-à-dire entre le module de FPGA et le module de microprocesseur. Donc là, l'unité arithmétique et logique, donc dans cette arithmétique, dans cette unité reçoit des commandes à partir de l'unité de commande que voici. Donc, et à ce niveau, vous avez c'est-à-dire des opérations qui vont être réalisées selon que l'information, on la récupère de l'accumulateur et à partir d'un certain moment donné, l'opération réalisée, donc il va y avoir des informations qui vont être données. Elles vont être données à un registre qui est très connu, c'est le registre d'état et qui est très important dans un processeur. Donc, le registre d'état, c'est lui qui va nous dire l'état de l'opération, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'opération. Alors, à ce moment, avant de continuer, s'il vous plaît, je vais prendre, donc, il est à 11h, donc il est 11h50, à 10h55, il est 10h55, je vais prendre 5 minutes. Donc, toutes les heures, donc là, je vais prendre 5 minutes, on va reprendre parce que sinon, ça va me fatiguer pour les 3 heures. Donc, je vous donne 5 minutes, on revient d'ici 5 minutes, d'accord? Compris? Merci, Compris? madame. C'est bon. Voilà. Oui, madame. Voilà, d'ici 5 minutes, on revient. واحد شوية يستعفى ويعاود يرجع. هكذا؟ Merci, ok. Merci.
Alors, reprenons. Donc, on était dans l'unité arithmétique et logique. Donc, je disais, donc l'unité arithmétique et logique va vous permettre de réaliser toutes les opérations. Donc, elle va permettre de réaliser des opérations arithmétiques, hein, addition, multiplication, soustraction et tout ce qui s'ensuit, logique, décalage et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc, via les commandes, c'est les commandes qui vont gérer cette unité, donc à travers les commandes après décodage, bien sûr, de l'instruction. Et donc, l'opération va se réaliser via l'accumulateur. En général, on utilise l'accumulateur pour faire des opérations, qu'elles soient logiques, de décalage ou des opérations d'addition ou autres. Donc, on a besoin de l'accumulateur. Donc là, A et B, c'est les données qui arrivent donc, vers l'unité arithmétique et logique. Donc là, vous avez la sortie de l'opération. Et bien sûr, à partir de l'opération donnée, il y a un registre d'état qui va nous dire s'il y a eu retenue, si le résultat est nul, si il est négatif, etc. Donc, il y a un registre d'état qui va nous permettre de voir l'état de l'opération. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette unité? Cette unité, donc, il y a des portes logiques. Donc, des portes logiques, par exemple, ici, j'ai représenté une unité arithmétique et logique avec 4 données, 4 bits, de 4 bits. Hein, avec l'unité de commande. Donc, l'unité de commande, c'est elle qui va commander donc, ces portes logiques, donc, et à partir de l'unité de commande, je saurai donc si je vais réaliser, donc là, ça va commander les différentes portes pour réaliser l'opération en question. Donc, par exemple, une opération d'addition selon le code qui va être décodé par l'unité de commande et qui va être envoyé vers ces entrées-là, j'aurai certaines portes qui vont s'ouvrir et d'autres pas, etc. Et je réaliserai une opération donnée. Là, ce que j'ai donné à côté, donc juste à côté, Naya, je vous donne, par exemple, comment je peux réaliser une addition avec 4 bits. Et là, donc, l'opération d'addition qui se fera moyennant les 4 bits. Là, pourquoi j'ai donné ce schéma-là? Vous allez voir, en faisant l'FPGA, vous aurez à faire des additionneurs 4 bits. Et donc, à partir, le FPGA en lui-même, c'est quoi? C'est des portes logiques. C'est des portes logiques qui sont sur c'est-à-dire sur la carte, et que vous allez choisir certains portes logiques et vous allez les interconnecter pour réaliser un additionneur. Vous allez réaliser donc à 4 bits ou à 2 bits ou à 8 bits. Donc, vous pouvez réaliser n'importe quel additionneur. Vous pouvez réaliser un multiplieur. Vous saurez vous savez déjà à partir de votre formation c'est-à-dire de logique numérique, comment on peut réaliser une multiplication par un simple décalage, que ce soit à droite ou à gauche, je réaliserai une multiplication ou une division ou autre. D'accord? Tout ça se réalise seulement à partir de portes logiques. Et donc là, le FPGA, vous pouvez, à partir d'un FPGA, réaliser une unité arithmétique et logique. Donc, vous pouvez réaliser votre propre processeur, le prototype de votre propre processeur avec un FPGA. Donc, le FPGA, donc, c'est des portes logiques on va vous apprendre dans ce module du FPGA comment les interconnecter, comment réaliser la connexion de ces portes pour réaliser une fonction d'addition, une fonction de multiplication ou autre, ou carrément réaliser une unité arithmétique logique. D'accord? Donc, le FPGA, c'est des portes logiques qui vont c'est-à-dire vous permettre de réaliser votre propre processeur si vous le voulez. Donc, bien sûr, on peut aller vers le processeur, mais vous pouvez aller vers des choses plus simples. C'est-à-dire, des fois, quand vous avez une application, imaginez, je prends une application de traitement de signal. D'accord? Donc, vous avez, par exemple, dans un téléphone portable, vous voulez intégrer dans le processeur d'un téléphone portable, vous voulez intégrer, quand je dis le processeur, c'est-à-dire parce que le téléphone portable va présenter son propre processeur. D'accord? Donc, ce propre prototype.
D'accord. Donc, vous voulez réaliser une opération de filtrage. L'opération de filtrage, hein, je vais vous embêter et vous rappeler, par exemple, ne serait-ce que le filtre FIR, d'accord, c'est la somme de valeurs d'entrée, d'accord, avec des coefficients que j'ai déjà déterminés, et d'accord, une multiplication, addition. Et je réalise le filtrage. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin d'un processeur pour tout ça. Je n'ai pas besoin de récupérer un processeur. Donc, je peux le faire simplement en faisant, donc j'ai des coefficients, les coefficients du filtre sont constants, je les ai, ils sont donnés dans la mémoire, ils sont fixes, c'est toujours les mêmes coefficients de ce filtrage, c'est le même filtrage que je réalise, d'accord? C'est selon l'entrée du signal. Le signal d'entrée, donc je récupère la valeur du signal d'entrée, je la multiplie avec les différents échantillons et je réalise l'échantillon de sortie. Donc, je le filtre. Donc là, je n'ai pas besoin d'un processeur, j'ai besoin seulement de multiplieurs et d'additionneurs. Donc, dans ma conception du système embarqué qui va être intégré au téléphone portable, j'aurai seulement, donc quand je vais le concevoir, celui qui a conçu le téléphone portable, il a commencé par réaliser un prototype. Ce prototype le réalise à partir d'un FPGA, par exemple. Donc, il va réaliser, par exemple, dans cette opération, il va récupérer des multiplieurs, donc il va réaliser l'opération de multiplication, il va réaliser l'opération d'addition et le tour est joué. Donc, je n'ai pas besoin de tout un processeur pour réaliser un filtrage. Vous voyez? Donc, là, avant de réaliser le téléphone portable en lui-même et le finaliser, il va réaliser son prototype. Il va réaliser son prototype sur un système de prototypage de ce genre, du FPGA, qui va interconnecter des composants logiques entre eux, d'accord, de telle façon qu'il va réaliser l'opération spécifique, d'accord. Donc, dans ce cas de figure, je n'ai pas besoin de tout un processeur, de toute une unité arithmétique et logique. Ça va être spécialisé. Et le FPGA est là pour ça. Donc, voilà la différence. Donc, le FPGA sera fait pour réaliser le prototype hardware que vous voulez réaliser. D'accord? Donc, sans avoir recours, des fois, si vous avez recours à un processeur, vous pouvez l'intégrer. Mais c'est-à-dire s'il est rentable. Mais s'il n'est pas rentable, s'il va réaliser que quelques opérations minimes, à quoi ça sert un processeur dans ce cas de figure? Parce que le processeur va être, c'est-à-dire sous-utilisé. Donc, il faut, donc déjà en lui-même, il nécessite des composants additifs. Hein, il a besoin d'une mémoire, il a besoin d'une horloge, il a besoin de ceci, de cela pour pouvoir fonctionner. Et donc, alors, si je veux réaliser une petite opération, je n'ai pas besoin de tout un processeur. Donc, je réalise les fonctions spécifiques par rapport à un prototype donné. Et puis, s'il marche le prototype, et si je considère qu'il peut être multiplié pour être vendu, etc., je sous-traite. Je peux même sous-traiter. Je ne suis pas obligé de le réaliser moi-même. Une fois la conception réalisée, il y a des sociétés de sous-traitants, même étrangères. Il y a peut-être ici, bon, il y a Sonelec, Sidi Belabès qui fait ça. Il y a aussi quelques unités de recherche qui font ça. Mais il y a de la sous-traitance internationale qui permet d'ailleurs d'avoir des produits à faible coût pour de la microélectronique. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire entre le FPGA et le microprocesseur. Et on aura peut-être encore d'autres applications, d'autres remarques à faire dans ce sens. Alors maintenant, avant d'aborder encore plus le processeur qui nous intéresse et qu'on va étudier dans le cadre de ce cours, on va parler de données, parce que ce qui va cheminer
dans ce processeur, dans ce processeur, c'est des données, c'est des bits. Et bien sûr, on ne va pas pour chaque valeur, donc si je prends des valeurs, des données de 8 bits, ce n'est pas évident de différencier à chaque fois un nombre par rapport à un autre. D'accord? Donc, si j'écris, je ne sais pas, donc 60 avec les bits et 66, je n'arriverai pas à différencier en termes de bits. Alors, c'est pour ça, donc, on manipule l'hexadécimal. C'est plus simple de représenter. Donc, l'hexadécimal, quand on va le représenter, c'est pour nous, pour que ça soit facile à manipuler. C'est pour l'opérateur qui va manipuler le microprocesseur. Mais le processeur en lui-même, il utilise des bits, des 0 et des 1. Alors, c'est plus simple avec la représentation hexadécimale. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, la conversion est très rapide. Donc, je vois par exemple le 0, c'est un 0, tout simplement 1, etc. Comme je vous le présente dans ce slide. Donc, vous voyez, donc, sur la base de 16, on aura ces données et donc vous devriez connaître la conversion, donc avoir toujours à côté, d'accord, cette possibilité de convertir. Donc, à un certain moment donné, vous êtes censé le faire et non pas la calculatrice qui vous le fait. D'accord? Donc, vous savez que je suis un peu allergique à la calculatrice. Vous devriez toujours faire tout vous-même et ne pas laisser à la calculatrice vous faire votre travail. Donc, au moins, à la base, à un moment donné, si vous êtes, c'est-à-dire pour vérifier, pour vérifier ou pour question de rapidité ou dans certains cas, vous pouvez utiliser votre calculatrice, mais il faut connaître, parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'ils existent, il faut connaître, par exemple, c'est le 1, 0, 1, 0, c'est le A, etc. Et le retrouver facilement. Alors, donc, comme on va manipuler, j'ai dit, les nombres binaires, et donc, les nombres binaires, et donc, comme disons, notre bus de données va être sur 8 bits, donc il faut savoir au moins combien de données on va manipuler. Et d'autant plus que la manipulation, dans notre cas, va être prise pour des valeurs, donc qu'ils soient positives ou qu'ils soient négatives. Donc, il faut savoir aussi représenter les nombres signés des nombres non signés. Hein, d'accord, signés, ça veut dire qu'ils peuvent être négatifs, et non signés quand ils ne sont pas négatifs. D'accord? C'est-à-dire que je prends que les valeurs dans n. Alors, donc, bien sûr, donc, je dis que la base de 2, c'est la standard, bien sûr, la binaire, et beaucoup de processeurs représentent les entiers sur 32 bits ou bien sur 64 bits, donc selon le nombre de bits. Et donc, il faut savoir aussi, donc si le nombre 2, donc sur la base de 2, et si j'ai n bits, donc automatiquement, le nombre de données à représenter de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Donc, dans notre cas, par exemple, comme c'est 8 bits, donc je peux représenter la valeur, donc les entiers naturels que je peux représenter sont de 0 jusqu'à 255, puisque j'aurai 256 valeurs. D'accord? Etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 2n moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 8 moins 1, ça vous fera le 255, etc. Donc, on vous donne, par exemple, si vous êtes à 16 bits, combien de valeurs ça va vous permettre de représenter. Et si vous êtes sur 32 bits, donc vous allez vers 4 milliards environ. Donc là, pour avoir un ordre de grandeur et comment on va représenter les données. Alors, dans la représentation des nombres signés, alors, donc, dans la représentation du nombre signé, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a, puisque, par exemple, si je suis sur 16 bits, c'est le 15e bit que je vais le mettre en 1. Si je suis sur 8 bits, donc c'est le 7e bit, hein, je considère le less bit, c'est
c'est le bit 0, et donc automatiquement, c'est le 7e bit qui sera mis à 1. Donc, par exemple, si je prends la valeur de 1 pour la signer, donc dans l'espace des signés, ça va être 0,0001. Le moins 2, puisque j'ai dit, c'est le 7e que je vais le mettre à 1. Ça va être 1 et puis le 2, puisque le 2 lui-même, en absolu, en absolu, c'est 10. D'accord? Si je mets le 1, c'est en signé, ça va être moins 2. D'accord? Alors, si je veux, par exemple, faire le 1 moins 2, si je fais le 1 moins 2, je fais l'addition, ça va me donner un moins 3, ce qui est incorrect. Donc, l'addition usuelle, c'est-à-dire normale, de faire bit par bit et faire l'addition et considérer la valeur signée, le bit, le MS bit, donc n'est pas correct. C'est-à-dire l'ordinateur, ce n'est pas ce type de règle d'addition qui va réaliser. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'addition réalisée par le microprocesseur. Alors, donc là, on vous représente, par exemple, la valeur de plus 21. Et donc, dans le cas où le bit 7, c'est le bit du signe, donc automatiquement, ici, le bit du signe pour avoir le moins 21. Donc, Hineya, par exemple, si je veux représenter le moins 21, comment je vais le réaliser maintenant par la logique utilisée par notre microprocesseur? Donc, pour faire les additions, plutôt pour faire les soustractions ou additionner carrément des nombres signés, le processeur réalise le complément à 2. Alors, comment on réalise un complément à 2? Le complément à 2 est réalisé par rapport à un complément à 1 et on lui ajoute un 1 pour devenir un complément à 2. Alors, le 21, là, 21, la base de 10, hein, vous le traduisez en binaire, c'est-à-dire en binaire, ça sera le 16 plus 4 plus 1, donc ça vous fera le 1, le 4 et le 16 qui vont se mettre 1, 1, 1. Donc, vous devriez savoir et faire la conversion binaire. D'accord? Donc, là, c'est le 21 usuel. À la base de 10, je le rends sur la base de 2. Pour un complément à 1, qu'est-ce qu'on fait? On inverse. On fait le complément de chaque bit. Donc, ça devient 0, 1, 0, 1, 1, 1, et le bit signe qui devient un 1. D'accord? Là, c'est le complément 1. Le complément à 2, j'ajoute un 1, et en ajoutant un 1, vous avez donc le moins 21. Si je veux faire la somme, on voit que 21 moins 21, moyennant le complément à 2. D'accord? Donc, on fait le complément à 2 pour pouvoir faire cette somme. Donc, la somme vous donne 0. Là, la retenue n'est pas considérée. D'accord? Donc, on fait la somme normale et ça vous fait un 0. Exemple, trouvez la soustraction entre la valeur 16 et moins 9. Donc, on prend 16 et on lui ajoute le complément à 2 de 9. C'est ce que fait le processeur. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez le 16. Donc, c'est le bit que voici. Le 9. Donc, 9 normal. Vous faites son complément à 2 et vous faites l'addition des deux et vous avez automatiquement le résultat. Vous traduisez votre résultat et vous l'avez sur la base de 10. Bien sûr, quand on fait ces opérations, il y a le registre d'état qui est affecté. Il y a, dans le registre d'état, il y a des flags. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Les flags qui peuvent être affectés, c'est la carie. Hein? La carie, c'est un flag,
hein, s'il y a une carie ou pas, il va être affecté, donc un 0 ou un 1 selon qu'il y a ou non carie. Il y a la parité, c'est-à-dire si le nombre que vous avez obtenu présente un nombre de bits impair ou impair, donc s'il est pair est égal à 1, s'il est impair égal à 0. Donc le signe, s'il est négatif ou non, d'accord, donc test du bit 7, selon qu'il soit 1 ou non, ça donne le signe. S'il est nul ou pas, donc ça donne l'opérand. Et s'il y a un débordement ou pas dans l'opération, quand il s'agit des opérations signées. On va voir cette notion de débordement. Alors, par exemple, je prends l'exemple. L'exemple de 19 plus 5. Je traduis le 19. Là, c'est à la base 10. Et donc, je prends un truc sur 6 bits, des résultats sur 6 bits. Je considère que j'ai un processeur de 6 bits. Donc, il ne faut pas être automatiquement limité à 7, 8 bits. Donc, je peux prendre l'exemple. Donc, sur 6 bits, et donc automatiquement, le bit signe, c'est ce bit-là. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, c'est le bit de signe. Donc, sur 6 bits, il s'écrira de la façon suivante. Donc, là, c'est la valeur telle quelle. Donc, il est positif. Donc, je mets un 0. Positif, je mets un 0 sur 6 bits. Là, c'est la valeur signée parce que je considère que je travaille avec des valeurs signées. Donc, signées en valeur absolue. En valeur absolue telle quelle. Si je les convertis en complément à 2. Donc, le complément A2 d'une valeur positive, elle reste telle qu'elle. On ne change pas la valeur. D'accord? Donc, elle reste telle qu'elle. Les deux restent telles quelles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas négatif. Je fais la somme 0, 0, 0, 1, 1. J'obtiens la valeur que voici en complément à 2. Puisqu'elle est positive, je ne change rien. Ça me donne plus 24 en décimale. Madame, Oui. Madame, donne un complément à le 19 ou le 5. Binzouj. ما يندلهمش dans ce cas de figure. Le complément D'accord. A2 de 19 ou 5 يقعد كيما هو. Ok. Il reste inchangé. Pourquoi? Parce qu'ils sont positifs. On va D'accord. voir dans le cas où c'est négatif. D'accord? Et pour vous dire le problème de débordement, parce que la notion de débordement ou pas va s'instaurer dans le cas c'est-à-dire des valeurs signées. Et là, on travaille avec des valeurs signées. D'accord? Donc, le résultat est correct. Pourquoi? Comment vous allez voir que votre résultat est correct et comment vous allez le traduire avec l'ordinateur? Comment il va savoir que quand il a fait l'addition de ces deux nombres que vous lui avez donnés, le résultat est correct. Ce résultat est correct. Pourquoi? Parce qu'il a pris une valeur positive avec une autre valeur positive et le résultat qu'il a trouvé était positif. Ils sont de même signe. Les trois sont de même signe. Les deux valeurs ajoutées sont de signe positif et le résultat est positif. Il n'y a pas de débordement. La valeur est validée. D'accord? Parce que s'il y a débordement, si la valeur n'est pas validée, donc automatiquement, il y a dans le registre d'état le OF, l'overflow, qui va indiquer un débordement. Il y a un problème. D'accord? Ici, par exemple, une autre valeur, plus 20 et plus 15. Donc, je traduis. Mais comme tout ça, vous allez le faire à la main pour vérifier d'abord sans les résultats pour que vous ayez la main. Donc, vous traduisez la valeur de 20 en binaire. Vous allez traduire le 15 en binaire et vous faites là la valeur signée.
Là, vous lui affectez le signe. Il y a plus, plus, j'affecte le signe plus, plus. Donc, en complément à 2, puisque c'est des valeurs positives, ça ne change pas. C'est la valeur négative qui change. C'est quand j'ai une valeur négative que je mets le complément à 2. D'accord? Regardez quand je fais la somme. Quand je fais la somme, pourquoi la somme va déborder? Parce que ça va être une valeur supérieure à la valeur que peut contenir 6 bits. Il va y avoir un débordement. Comment je vois qu'il y a eu débordement? Il y a un problème parce que le signe est différent. C'était positif, positif, le résultat est devenu négatif. Parce que si je traduis ce résultat, et comme je suis en signé, c'est-à-dire je travaille avec des valeurs qui sont signées, je vais considérer ce résultat comme une valeur négative, alors que j'ai fait la somme de deux valeurs positives. Donc, l'indicateur de débordement, le overflow, va indiquer un 1. Donc, il y a eu débordement. D'accord? Un autre exemple. L'autre exemple, moins 13 et moins 12. Ça devient plus intéressant parce que les valeurs sont négatives. Donc, j'écris la valeur de 12. J'écris la valeur de 13 avec un signe moins devant. C'est pour m'aider à comprendre, je suis en train de faire des valeurs négatives. La traduction en binaire est la suivante. Je reprends les mêmes valeurs et je leur mets un 1 pour dire que c'est négatif, que j'ai pris le 12 et c'est le moins 12 que je prends et non pas le plus 12, et que je pris le 13 et c'est le moins 13 que je prends et non pas le plus 13. Maintenant, si je veux faire l'opération moins 12, moins 13, donc je veux faire la somme de moins 12 plus moins 13. Pour cela, je suis obligé de faire le complément à 2. Le complément à 2, je passe par le complément à 1, c'est-à-dire j'inverse ceci et je leur ajoute un 1. Là, ça, c'est la définition standard. Il y a une astuce pour ne pas perdre du temps. Alors, l'astuce est la suivante. Si je veux faire un complément à 2 de n'importe quelle valeur, qu'est-ce que je fais? Je garde les valeurs jusqu'au premier 1. Je garde les premières valeurs 0, 0, 1, 0, 0, 1. À partir du premier 1, donc à partir du premier 1, j'inverse. Le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Voilà le complément à 2 de la valeur de 12. Donc, je garde 0, 0, 1 et puis j'inverse les autres. Je vais faire pour le suivant la même logique. Je garde le premier 1 et j'inverse. Le 0 devient 1, le 1 devient 0 et le 1 devient 0. D'accord? Et puis, le 0 devient 1. Et puis, le signe, je le garde, je ne le touche pas. D'accord? Et je fais la somme. La somme, 1, 1, 1, 0, 1, la retenue, ça me donne 1. La retenue ne m'intéresse pas. La retenue n'intéresse pas le résultat. La retenue finale, la carré. La retenue finale, le CF, il y a la retenue finale dans le registre d'état. D'accord? Donc, elle n'intéresse pas le résultat. Le résultat, c'est le suivant. Mais il est négatif. Donc, je dois faire son complément à 2 pour avoir le résultat. Le complément à 2, je garde le 1, 0, 0, 1, 1, et voilà le résultat. Et je le convertis en valeur décimale. Donc, 1, je prends de la valeur plus et plus l'autre valeur, et puis je fais la somme. Et ça me fera le moins rouge. Oui? Madame, Oui. s'il vous plaît, on avait dit que le complément à 2, c'est le complément à 1 plus 1, c'est ça? Oui. Alors, quand on met le complément à 2 directement, on garde le premier 1, ensuite, c'est le moins 12, les deux zéros, on les a pas touchés. شوف بعد ديرها قدامك معايا اه دير oui, الاول دير الكومبليمون ان الاول دير يجيك 1 1 داكور 0 0 1 et 1
d'accord. 1 0 0 1 1 oui. Voilà. زيد لها 1 وشوف اش يعطيك 0 0 1 d'accord 0 1 1 etc. d'accord. oui. يعطيك la même chose, d'accord. Ok. C'est une astuce pour ne pas D'accord. perdre du temps avec et la somme. Et donc, on voit, l'ENEA, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait négatif, négatif, le résultat était négatif. Donc, c'est correct, il n'y a pas eu de débordement. Je prends le moins 21, moins 17, la même histoire. Je mets le 21, je mets le moins devant, je mets le 17 avec un moins devant. Je traduis ça en binaire. Le moins, c'est un 1. Et j'écris la même chose, 21. Et je mets un 1 et je mets 17, la même chose. Je fais le complément à 2. Je garde le premier 1. Et ça deviendra un autre 1, 0, 1, 0. Et le 1, je le garde. La même chose. 1, 1, 1, 1, 0 et 1. Je fais la somme. Quand je fais la somme, ça me donne un 0, ça me donne un 1 puisqu'il y avait une retenue, ça me donne un 0 et je garde la retenue, ça me donne un 1, je garde la retenue, ça me donne un 0 et j'ai une retenue que je n'utilise pas pour le moment, d'accord? Donc, le résultat est positif. Ce n'est pas juste. Puisque j'avais négatif, négatif, j'ai trouvé quelque chose de positif. Il y a eu débordement. Donc, l'overflow va se mettre à 1. D'accord? Donc, voilà comment les différents résultats apparaissent. Je prends plus 19 et moins 3. Pour avoir toutes les éventualités possibles. Alors, rapidement, 19, 3, je fais, c'est le moins 3 qui va changer, je prends le complément à 2. En prenant le complément à 2, je fais la somme, et là, les deux sont différents. Dans le cas où les deux sont différents, peu importe le résultat, c'est toujours correct. Quand les deux nombres sont différents, c'est toujours correct. Le overflow est toujours nul. Regardons notre résultat. Les deux sont différents, d'accord? Donc, واحد positif, l'autre négatif, le résultat étant négatif, ça reste toujours correct. Pourquoi? Parce que les deux valeurs protagonistes, c'est-à-dire sur lesquelles on va faire la somme, sont différentes. Donc, quand les deux valeurs sont différentes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'overflow. C'est dans le cas seulement où les valeurs sont les mêmes, négatif, négatif ou positif, positif. Dans le cas où c'est positif, positif, le résultat doit être positif. Quand c'est négatif, négatif, il faut que le résultat soit négatif. Si c'est le contraire, il y a débordement. Voilà la réglementation. D'accord? Madame, Hein? Madame, débordement aussi, ça l'a fait. Oui, ça fait le résultat est incorrect. Donc, il faut faire attention pour être la somme. Donc, c'est-à-dire quand tu fais cette somme, à un certain moment, un certain moment, tu vas travailler avec c'est-à-dire tu vas faire la somme de données de 16 bits au lieu de 8 bits. Parce que l'accumulateur, il te fait, ou bien le processeur qu'on va utiliser, va te faire la somme normale de deux données de 8 bits. Et quand les données, la somme des deux données dépasse c'est-à-dire il y a un débordement, il y a un overflow. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas de figure? Quel est le résultat que je vais donner? Donc, il faut que l'opérateur ou l'application que j'utilise fasse attention s'il y a eu débordement. Et dans le cas où c'est une addition à 16 bits, avec le débordement, je vais l'utiliser comme étant une carry. C'est-à-dire, je vais utiliser une carry pour le reste de la somme. Puisque en DNA, la donnée se fait, la somme elle se fait sur 8 bits. Ou on va dire la somme sur 16 bits. Donc, je fais le LSB, la partie basse, c'est-à-dire les 8 bits les plus faibles.
S'il y a un débordement, avec le débordement, donc il va y avoir une carie. C'est-à-dire que la carie à la somme, c'est la partie supérieure. D'accord? Donc, c'est un indicateur. Il va nous indiquer l'état de l'opération. D'accord? Donc, quand on va faire les instructions et les opérations sur les 16 bits et les 8 bits et signés et non signés, ça va être plus clair. Mais maintenant, sache au moins comment il réalise ces opérations à son niveau, c'est-à-dire comment on se fait une opération d'addition, comment on va se faire une opération de soustraction, si tu veux, d'accord, quand les nombres sont signés et quand les nombres ne sont pas signés. Alors, quand les nombres ne sont pas signés, par exemple, ici, les nombres ne sont pas signés et quand les nombres sont signés. Imagine une opération d'addition de nombres non signés que voici, c'est-à-dire, je fais la valeur de 1 avec la valeur de 7E. 7E, elle est sur 8 bits. C'est une valeur qui est de 128 en décimale. D'accord? Alors, donc, la valeur, donc on fait la somme normale. Quand je fais la somme, il y a des deux valeurs, ça me donne une carré nulle. Et donc, tout est validé, il n'y a pas d'overflow, il y a les valeurs. Et pourtant, on a fait non signé. Non signé, on dit 0, 0, le résultat est 1, ça ne pose pas de problème, puisque c'est non signé. Donc, je fais un négatif ou négatif ou autre. Donc, je ne vais pas penser à la réglementation positive. Positif doit être positif. Non. Le signé, si je fais ici 0, 0, mon résultat me donne un 1, alors que je suis dans un cadre signé. Ça veut dire je fais la valeur positive avec la valeur positive et je trouve quelque chose de négatif, puisqu'il y a le 1. Donc, il y a un problème de résultat. L'overflow est égal à 1. Je tiens compte de l'overflow, le signé. L'overflow, il y a le registre d'état. Le registre d'état va m'indiquer qu'il y a un overflow. Pourquoi? Parce qu'il va tester ce bit-là par rapport aux ces deux bits-là qui étaient à 0, 0. Il va trouver que le résultat, son bit est égal à 1. Il est différent des autres bits. D'accord? Et donc, il ne va pas valider le résultat. Il y a eu un débordement. Un autre cas, non signé. C'est une valeur non signée, donc il ne va pas le prendre comme étant valeur négative ici. C'est la valeur 252. Et donc là, la valeur que voici, donc Neya, le résultat ici 1, 1, 0. D'accord? Mais il y a eu un overflow, il y a eu un débordement parce que quand je fais la somme de ces valeurs-là, ça me donne quelque chose de supérieur à la valeur qui va être affichée, c'est-à-dire à la valeur de 8 sur 8 bits. Donc, si cette valeur dépasse les 8 bits, donc automatiquement, il y a une carie et le résultat n'est pas validé. C'est par rapport à la carie. Dans le cas non signé. Dans le cas signé, j'ai la valeur qui est négative pour les deux, et le résultat est positif. On a dit que c'est invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de même signe que les deux valeurs reprises pour l'addition. Et donc, c'est l'overflow ici qui va se mettre en 1. Et donc, c'est par rapport à l'overflow. La non-validation va se faire par rapport à la carie, quand je suis dans un cas non signé. Dans le cadre du signé, ce n'est pas par rapport à la carie que je vais distinguer la validation ou pas. C'est par rapport à l'overflow. C'est l'overflow qui va être affecté de 1 et je vais considérer que c'est invalide. Voilà comment travaille le processeur. Alors, pour vous, donc, et pour que vous puissiez vous exercer, et pour ceux qui le souhaitent, donc vous avez à faire cet petit exercice de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Vous allez faire donc la somme en décimale de 53 avec 23, plutôt avec 25, 53 avec 91,
53 avec moins 45, moins 98 et 45. Des questions? Comme si vous avez des questions, vous voulez Madame, poser? Oui. مدام نقدروا نكبروا لو نومبر دو بيت باش نيفيتيو لو ديبوردومون. ما تقدرش parce que c'est figé par rapport au processeur. Le processeur, les radis B, a un nombre de bits limité. Il travaille sur 8 bits ou là sur 16 bits. Ou là, donc, on vous fixe dès le départ le nombre de bits. Donc, ce n'est pas à toi de manipuler, de changer ou quoi que ce soit. Le travail se fait au niveau du processeur pour que tu aies une idée, parce que tu ne peux pas avoir une idée si tu ne le fais pas toi-même, pour savoir comment il réfléchit, si tu veux, d'une certaine manière, comment il travaille. D'accord? Donc, il faut que tu maîtrises comment il travaille pour pouvoir lui donner les instructions qu'il faut. Donc, Enea, ce que je suis en train de te montrer, c'est comment il travaille. Quand il va faire son addition, comment il fait son addition. Quand est-ce qu'il va affecter tel ou tel flag du registre d'état. Quand est-ce qu'il va mettre le overflow à 1. Il va le mettre à 1. Comment tu vas savoir, toi, que ton résultat est invalide ou il exécute seulement. Mais toi, dans l'idée, lui, il exécute ce que tu lui donnes, toi. Donc, mais il faut que tu saches que ce que tu vas lui donner, comment il va l'exécuter. D'accord? Merci, madame. Voilà. Donc, on va commencer maintenant par le processeur 8086. Si vous n'avez pas de questions concernant cette première partie des généralités. Madame, Hein? j'ai une question. C'est quoi une case mémoire physiquement? Une case mémoire, c'est donc par exemple, tu sais par exemple comment dirais-je, les portes logiques. Oui, madame. Vous avez manipulé des compteurs, vous avez manipulé des multiplexeurs, vous avez, d'accord. Donc, une information, donc, il est conçu à partir de quoi? À partir de transistors. Tout ça est conçu à partir de transistors. Donc, le transistor pour avoir une information interne. Donc, la mémoire, donc, c'est une information donc, qui est conçue à partir de transistors, qui, lui, a été exploité pour réaliser une porte logique qui contient une information. Elle dit que l'information peut être permanente parce que donc c'est par rapport à, disons, par rapport à la technologie. Donc, je peux la mettre d'une façon permanente comme je peux la mettre d'une façon temporaire. Donc, une information qui existe à un certain moment donné sur une puce donnée. D'accord? Donc, une information instantanée d'un bit donné vers une porte logique, ou l'information qui est maintenue. Elle peut être maintenue tant que l'alimentation existe, comme elle peut être maintenue d'une façon permanente selon la technologie d'impression. D'accord? D'accord, madame. Merci. Oui. Donc, c'est une information qui est à une case donnée. Donc, il faut donner un imaginaire d'une partie. C'est comme dans ta mémoire. Ta mémoire, tu ne sais pas à quel niveau se trouve l'information et comment elle est conçue, etc. Mais c'est un imaginaire. Donc, on sait qu'à partir de notre mémoire, il y a des informations. Des informations, elles sont chimiques. Elles existent. Par contre, elles sont électriques. D'accord? Donc, dans notre mémoire, c'est chimique. Donc, elle existe dans une zone donnée qui sont alimentées de façon continue, etc., etc. Oui? Continue?
5 minutes et on continue avec la suite. Ok, madame. OK.